Bonjour à tous et nouveau podcast de l'Imaginarium. Peut-on encore écrire de la dystopie en 2021? Nous sommes aujourd'hui avec Élise, trésorière de l'association, et Céline Saint-Charles, qui est autrice de Prizedia chez Livresque Éditions et qui a aussi écrit une des nouvelles dans la précédente anthologie de l'association, Les créatures de l'espace. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Bonjour, ça va et toi? Ça va, ça va. Ben, moi, ça va aussi, mis à part un gros rhume qui traîne et qui risque de me faire un peu une voix de canard pendant le podcast. Je jure que c'est pas ma voix normale. Il faudra venir en dédicace pour s'assurer de la différence. Je vous laisse nous dire en commentaire ce que vous préférez, la voix de canard ou sa voix standard. Ayant moi-même une voix de crécelle, d'après ma propre appréciation, je ne porterai aucun jugement sur les voix des Et ça tombe bien, parce qu'on est jugé sur nos capacités littéraires, et c'est ça la beauté de la littérature. Wouh! J'avais été parmi les membres du jury pour l'anthologie de Créatures de l'espace, et j'avais quand même beaucoup aimé cette nouvelle. Elle était très intéressante, et du coup, j'ai pas lu Présédia, mais j'ai un peu hâte. La 4e de couverture est très vendeuse. Tout à fait, Ah ouais. tout à Merci, fait. merci. J'ai mon exemplaire avec moi qui porte une dédicace de la main de Céline. J'en suis très fière. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas lu Les créatures de l'espace, mais qu'attendez-vous? Filez sur le site de Livresque pour la Il en reste encore, c'est en il en édition reste limitée. encore quelques-unes. Filez, oust, allez. Ah oui, je confirme, hein, ça vaut vraiment le coup. Eh oui. Je propose qu'on démarre tout de suite les festivités en posant une question qui est: mais qu'est-ce que la dystopie? Exactement, parce que c'est pas si évident que ça, pour les pauvres petits néophytes qui pourraient nous écouter. Est-ce que, Céline Saint-Charles, tu voudrais nous donner ta définition et après on pourrait éventuellement donner la nôtre? Alors, pour moi, la dystopie, c'est déjà un récit de fiction qui va parler d'une société imaginaire, futuriste ou pas, où il est impossible d'échapper à l'autorité totale des dirigeants et où les citoyens perdent leur libre arbitre, en fait. Oui, on est sur une société, ouais. Pour moi, c'est la négation de l'utopie. C'est une utopie qui a mal tourné, où les gens pensent qu'ils vont atteindre le bonheur et en fait, ils se retrouvent complètement opprimés. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec cette définition, c'est-à-dire que pour moi, la dystopie présente vraiment un régime qui est autoritaire et qui, sous prétexte de vendre du bonheur, de vendre le bien-être, va complètement annihiler toutes les libertés et toutes les possibilités pour le peuple. Voilà, c'est ça. On va avoir des exemples très connus dans la littérature. On a 1984 qui est sur une société du contrôle avec Big Brother et où du coup la liberté est morte. On va avoir Le meilleur des mondes qui est dans le conditionnement de la population, qui est un conditionnement qui est carrément génétique, puisque avant même la naissance, tout leur rôle est déterminé dans leur société. On va avoir plus récemment Hunger Games avec le concept du battle royale où on sacrifie une nouvelle génération, on sacrifie la jeunesse pour des raisons, soit de distraction, soit pour justement la maintenir, en silence. On va avoir plein de manières de traiter cette société et heu et du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts dans la dystopie. Et en général, la raison première de ces dérives totalitaires, ça peut être une catastrophe naturelle, une catastrophe Mmh. économique. Il y a eu un point déclencheur à un moment donné qui Oui. a permis aux dirigeants de mettre la mainmise sur le peuple. Oui, En essayant en plus de leur faire croire que c'est pour leur bien. Tout à fait. voilà et du coup, si on a estimé que la question pouvait se poser du coup sur peut-on écrire de la dystopie en 2021, c'est aussi parce que, on est sorti d'une grosse vague de dystopie dans la littérature et particulièrement la littérature jeunesse. On va avoir, Divergente, du coup Hunger Games que j'ai cité. On va avoir énormément de nouveaux produits qui sont sortis et qui ont brassé extrêmement large sur la question et
La dystopie commence même à être étudiée au collège, puisqu'on étudie 1984 en troisième, et cetera. De plus en plus, les textes viennent s'inviter, ils font partie vraiment de la culture générale Mmh. et du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter, par exemple, pour renouveler le genre? Oui et puis l'autre point qui, pour moi, pose question aussi, c'est qu'on est quand même dans une société, enfin où notre actualité, en ce moment, semble avoir, atteint tous les stades de la dystopie. Oui, On est dans une pandémie, dans une crise économique, avec des questions, les gens sociétales qui sont très les gens fortes. commencent à voir, apparaître ce qu'ils craignaient plutôt. On a, cette caméra en Chine qui arrive à scanner des millions de personnes dans la rue et vraiment avoir accès à leurs fichiers. On a des machines comme Alexa et cetera. Il y a quelques années, ça aurait été dans des dystopies, ces technologies-là. C'est ça. Aujourd'hui, c'est dans la réalité et du coup, en tant qu'auteur, comment on se place par rapport à tout ça? Donc Après, moi, je dirais quand même qu'il faut rester aussi les pieds sur terre malgré tout, parce que on n'est pas dans une situation totalitaire comme ça peut être en Chine ou en Corée du Nord. Il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de choses qui nous permettent, beaucoup de garde-fous qui permettent de limiter. en France, oui. Oui, en Mais du France, coup, en tant en qu'auteur, Europe. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant et je pense que c'est l'importance justement de la dystopie en littérature, mais aussi dans les séries comme Black Mirror, des choses comme ça, ou dans les films, comme Bienvenue à Gattaca, par exemple, aussi, c'est un grand film dystopique que j'aime beaucoup. Il faut quand même aussi se dire qu'on est dans une situation où les garde-fous qui sont encore là peuvent très très vite sauter, mais la littérature peut nous aider justement à faire attention. Il y a les auteurs de dystopie, pour moi, on est un peu des lanceurs d'alerte en disant attention, ça pourrait se passer comme ci, ça pourrait se passer comme ça. Il y a des étapes, il y a des cruciales à ne pas franchir, sinon on va basculer. Et pour ça, c'est important, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit étudié au niveau du collège, des choses comme ça, parce que je pense qu'on a tous des souvenirs de cours limite magistraux en collège et en lycée, en histoire, où on est tous 30 ou 35 dans une classe, un vendredi après-midi où il fait chaud dans la classe et tout le monde ne pense qu'à une chose qui est dormir, et surtout pas écouter le professeur d'histoire en train de nous raconter des choses qui se sont passées il y a tellement longtemps qu'on n'en a rien à faire. La dystopie en littérature permet de raccrocher l'intérêt, de montrer à la fois ce qui a pu se passer avant, de montrer les implications qu'une décision dictatoriale peut entraîner, et par le biais affectif du lien au personnage, donner envie peut-être d'aller plus loin, donner envie de se renseigner sur l'histoire et avoir ces alertes qui vont dire attention, là on est en train de répéter des choses, on est en train d'aller sur la mauvaise voie, attention, telle technologie ou telle chose peut amener des choses qui vont nous priver de nos libertés individuelles. et en quoi du coup, la dystopie est plus intéressante que le documentaire justement ou l'histoire tout simplement? Bah, je pense que déjà, Qu'est-ce il y qu'elle a apporte de beaucoup de gens plus? qui sont un petit peu hostiles, qui sont allergiques à tout ce qui prend une forme de scolaire, parce que le documentaire, on peut quand même le rapprocher un peu d'une forme scolaire. Donc à partir du moment où on part dans la fiction, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner, d'être dedans, de stimuler l'imagination et d'apprendre des choses sans s'en rendre compte déjà. Et puis, il y a quand même l'idée que avec une dystopie, on est dans... Je ne sais pas trop comment expliquer ça. En fait, on peut dire tout un tas de choses euh, sans être poursuivi, sans avoir de problème avec la justice, ce genre de choses. Mmh. On peut très bien décrire une situation existante dans un pays qui est en train de basculer vers le totalitarisme et en lui donnant un autre nom, en mettant ça avec des personnages complètement imaginaires, même si tous les lecteurs vont reconnaître le dictateur en question et le pays en question, on peut dire non, c'est de la fiction. Mmh. Donc on Oui, risque il y a eu, rien à ce niveau-là. un auteur a eu ce problème-là il y a pas longtemps sur, le mangaka qui avait fait, Attack on Titan. Heu, je sais pas si ça vous parle?
Non. vaguement. Bah, justement, c'est très dystopique aussi puisque tout simplement, l'humanité est enfermée derrière des murs et puis il y a des titans qui mangent les gens et le mur se fissure, les titans rentrent dans le bref, il se passe Ah plein de oui, ça, choses. oui, mais mon Il se fils m'en passe a parlé, ouais, oui. Il y a 3 murs successifs. c'est ça Ouais. et récemment, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières parutions, peut-être des derniers mois quand même, la une nouvelle nation fait son apparition. Elle ressemble beaucoup plus à, l'Europe, justement, au temps d'Hitler et on a, vraiment tout d'un coup un texte beaucoup plus premier degré sur les juifs, le traitement des juifs avec notamment, une étoile jaune et cetera et là, tout d'un coup, c'était devenu très frontal et il y a eu énormément de problèmes parce que ce qui était très, théorique, parce que tel personnage pouvait être rapproché de telle, figure historique et cetera, de près, de loin. Là, tout d'un coup, c'était devenu justement un peu trop près de la réalité et ça a créé énormément de débats, heu, auprès de plein de gens. Mmh. Et puis, pour moi, l'autre intérêt de la dystopie, c'est que, comme justement c'est une fiction, la question: «Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que ça pourrait vraiment arriver?» est au centre de la lecture et de la réflexion autour de l'œuvre et ça permet de pousser, la chose en se demandant si, vraiment, est-ce qu'on va vraiment finir par, envoyer des ados s'entretuer dans une arène, diffusée, en direct à la télé? Ou est-ce qu'on va regarder des gens, dans une maison, se Mmh. disputer, s'insulter et cetera? Oui, c'est vrai. Ça pose la question de savoir est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut ne pas arriver? À l'époque de la sortie de 1984, c'était de la pure fiction, qu'il y ait des écrans qui puissent nous espionner chez nous et cetera et donc le lecteur était vraiment interrogé sur les Mmh. choix qu'il allait faire parce que, c'était encore complètement de la fiction. Oui et en même temps, 1984 parlait du régime communiste, mais qui était bien réel et bien, contemporain. Ah mais il y a toujours de Du la coup, c'est ce qui rend l'œuvre extrêmement intéressante. oui, oui, absolument. Ouais, mais Il c'est y vrai a que toujours un fond de réalité dans la dystopie. en mettant une petite couche d'invention technologique et en plaçant ça souvent, que c'est quand même souvent placé dans le futur, Mmh. ça permet de distancier et de pouvoir continuer à dénoncer tout en étant beaucoup plus tranquille que des journalistes, des Mmh. choses comme ça. Il y a cette dimension-là. De toute façon, c'est pas non plus un hasard quand on voit au fil des années les livres qui ont été censurés dans certains pays. C'est très très souvent des dystopies. 1984 a été interdit pendant je ne sais combien de temps en Russie à cause de ça. Mais même encore maintenant, il y a notamment aux États-Unis où les bibliothèques sont un petit peu obligées de suivre les choses qu'on leur demande. Il y a tout un tas de bouquins comme Fahrenheit 451, Hunger Games, Le meilleur des mondes, et 1984 aussi, même Harry Potter d'ailleurs, qui pourtant pas une dystopie, qui sont interdits dans certains établissements scolaires et dans beaucoup de bibliothèques publiques. Sachant qu'il y a une énorme ironie glaciale d'interdire Fahrenheit 451 quand même. Oui. Puisque, bah, l'intrigue, c'est justement, tourne autour de la censure et du fait de détruire les livres. Donc Oui, voilà, mais justement, c'est pas c'est ça, toujours très intelligent la façon dont les choses fonctionnent. clairement. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que dans des cas comme 1984, interdit par le régime en Russie, bon, ça peut encore se concevoir, mais il y a énormément maintenant de censures qui sont dues à des gens qui demandent, des citoyens lambda qui demandent à ce que l'établissement scolaire de leur enfant ou la bibliothèque de leur ville interdisent tel et tel bouquin. Donc on n'est même plus dans un Bah, totalitarisme d'État, oui, mais un auto-totalitarisme citoyen. Et ça, à mon sens, c'est peut-être ce qui est encore plus effrayant que les Mmh. dictatures d'État. c'est très problématique parce que la dystopie, comme on l'a plus ou moins déjà dit, ça demande quand même d'aller un peu plus loin que juste, le début. Ça demande d'aller un petit peu au bout de la crainte
et du coup, d'aller dans quelque chose d'un peu sombre quoi, d'un petit peu violent. Pas forcément en gore ou quoi, mais ça demande d'aller au bout. Je veux dire, parler de la jeunesse abandonnée, c'est une chose. Hunger Games, c'est aller justement plus loin, mais c'est aussi créer l'horreur, créer la peur et la volonté de ne pas arriver à cet avenir. Et du coup, si on essaye d'édulcorer la dystopie, est-ce qu'on perd pas de vue l'intérêt justement du genre qui est, quand même, à un moment donné, que le lecteur ne souhaite pas voir ce monde se réaliser. Ah bah Donc là, il ça, je faut suis qu'il entièrement soit, d'accord avec toi. Faut surtout pas édulcorer, faut surtout pas c'est comme faire passer un film ça au d'horreur, crible. mais qui fasse pas peur. C'est contraire au concept. Ouais, non, mais Et là, en plus, on a dans toutes les catégories littéraires, il y a quand même des courants très très inquiétants justement qui tendent à tout édulcorer. Faut surtout pas choquer un tel, faut surtout pas faire ceci, il faut mettre des trigger warnings partout pour dire attention, dans ce livre, vous risquez de trouver ça, ça et ça. Et ça vient des gens eux-mêmes, ça vient même pas des dirigeants. Donc ça répond à la question de départ du podcast. Est-ce qu'il faut continuer à écrire de la dystopie? Oui. Il faut surtout pas s'arrêter, surtout en ce moment où les gens deviennent de plus en plus sensibles à tout et refusent tout et râlent après tout. Justement, il faut continuer d'autant plus. Et à qui doit s'adresser la dystopie? Parce que, par exemple, 1984, c'était quand même un livre qui était plutôt adressé aux adultes. Et ces dernières années, les dystopies qu'on a vues, c'était Hunger Games, Divergente, etc., qui étaient plutôt du young adulte, Voire euh, adolescent d'ailleurs. voire adolescent. Est-ce qu'il faut cibler un public en particulier en se disant que si on cible les adolescents, ce sont les adultes de demain, c'est eux qui peuvent changer le monde, etc. Ou au contraire, se dire qu'on l'adresse à tout le monde et que chacun en fera ce qu'il voudra. Je pense qu'il faut surtout pas cibler, surtout pas s'arrêter. Alors, sauf évidemment si on écrit une dystopie vraiment pour les plus jeunes, pour les 10-13 ans par exemple, ça va pas être le même langage, ça va pas être la même façon de construire le roman. Mais sinon, à partir de 13 ans, il faut que ça aille de 13 ans à 255 ans. Enfin, je veux dire, il faut surtout pas limiter. Effectivement, c'est important d'essayer de toucher les adultes de demain. Mais ceux qui sont décisionnaires aujourd'hui, ce sont les adultes d'aujourd'hui. Donc il faut aussi travailler sur eux, travailler avec eux et ne surtout pas les oublier parce que pour l'instant, en attendant que les ados d'aujourd'hui deviennent des décisionnaires à tous les niveaux, ce sont les parents et les grands-parents qui décident. Donc il faut aussi réussir à les rallier. Oui, d'autant plus que on apprend à peu près toute la vie la question de cause et d'effet parce que la société bouge quand même et du coup, tu es pas forcément sur les mêmes risques, les mêmes conséquences. Il y a 15 ans, les réfugiés climatiques, c'était pas quelque chose d'aussi important que ça pourrait l'être dans les années à venir. Il y a de nouvelles questions et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui aussi, se reposent un peu sur les acquis justement de l'adolescence et qui du coup, c'est bien aussi de donner des piqûres de rappel sur, des sujets de réflexion à avoir par rapport à sa société. Tout à fait. Puis en Et plus, donc, quand on voit le young adult actuellement, il y a énormément de gens de 30, 40, 50 ans, et moi j'en fais partie, qui en lisent beaucoup et qui aiment ça. Ça prouve qu'il y a quand même une portée universelle Bah, à ces œuvres-là. oui, c'est à la fois moi aussi j'aime beaucoup le young adulte et c'est toujours, intéressant à lire. À la fois, la littérature adulte n'aborde souvent pas les mêmes questions parce que ça permet d'aller un peu plus dans le détail sur des thèmes, qui sont pas les thèmes qui intéressent l'adolescent, après, il peut y avoir une double lecture aussi. Il peut y avoir un livre qu'on va lire et apprécier à 15 ans et duquel on va retirer certaines choses. Et en le relisant 10 ans plus tard, on va en retirer encore de nouvelles choses. Je sais que moi, par exemple, j'avais lu Hunger Games avec ma mère. Donc, à l'époque, j'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, on a eu des discussions super intéressantes parce qu'on n'avait pas été marqués par les mêmes points, par les mêmes choses. Et c'est là qu'on peut soulever aussi des débats. Oui.
d'où l'intérêt des lectures en famille. C'est vrai ça, lire en famille, c'est intéressant. La lecture n'est pas qu'un truc solitaire, il y a pas que les films qui se font en famille, surtout avec les livres audio. J'ai découvert l'intérêt du livre audio il y a pas longtemps. Jusqu'à il y a 3 semaines, je comprenais pas, l'engouement pour le livre audio et je me suis mise à écouter les livres audio d'Harry Potter et j'ai compris l'intérêt de la chose. Voilà. Moi, j'y arrive pas. Il y a pas, c'est pas un truc auquel j'arrive à adhérer, mais bon. Bah, du coup, je vais me faire l'avocat du diable. C'est pratique si, vous voulez être au même point avec, par exemple, votre conjoint ou votre famille, parce que du coup, vous l'écoutez en même temps. Donc du coup, vous êtes au même endroit et vous pouvez en discuter tout de suite au fur et à mesure de la lecture. Oui, et l'autre intérêt que j'y ai trouvé, moi, c'est, le plaisir de s'entendre raconter une histoire qui est un plaisir très enfantin qui ramène vraiment à l'heure du coucher quand on est enfant, où les parents vous racontent une histoire, etc. Et avec les livres audio, il y a ce côté de on nous raconte une histoire et on écoute, un lecteur raconter tel ou tel roman et c'est assez agréable. Mmh. Enfin, je trouve. Mmh. Et pour revenir à la dystopie, quels seraient les thèmes qu'on pourrait aborder aujourd'hui et qui permettraient de renouveler le genre, de peut-être lui redonner un intérêt politique ou en tout cas militant dans le paysage littéraire? Moi, je pense que tous les thèmes sont possibles. Faut surtout pas se limiter. Après, il y a eu beaucoup, pendant très longtemps, le côté anticipation, le côté ça se passe dans le futur ou bien avec des technologies particulières. Il peut tout à fait y avoir des dystopies qui se passent aujourd'hui, qui soient actuelles. Et ça peut être une dystopie politique, ça peut être une dystopie économique. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses. Ça peut être du polar dystopique. J'en ai sorti un en 2020, La Divine Proportion, qui est un polar dystopique. Enfin, tous les genres, pendant très très longtemps, la littérature était assez clivante. Il fallait qu'un livre corresponde à un genre précis et qu'il n'en sorte pas, qu'il reste bien dans les cases, dans le moule. Et puis plus ça va, plus ça se dilue, plus ça se mélange et on peut avoir 5 ou 6 genres différents. On peut avoir de la fantaisie dystopique, ça peut tout à fait se mélanger et donc ça ouvre à tous les thèmes possibles et imaginables. Enfin, les seules limites sont celles de l'imagination des auteurs, quoi. Mmh. Oui, mais du coup, au niveau des thèmes, par exemple, il y a certaines dystopies qui ont été écrites dans le passé qui se révèlent extrêmement pertinentes aujourd'hui et d'autres qui ont été quand même à côté de la plaque. Notamment, par exemple, il y a quand même pas mal de débats sur les robots. Il y a peu de chances, très peu de chances qu'on finisse sur une espèce de Terminator et compagnie. Par contre, il y a des auteurs qui ont été tellement pertinents qu'ils ont été cités comme des médiums par rapport à la pandémie actuelle. Le film Contagion, des trucs comme ça, ils se sont révélés pertinents et ça, d'une certaine manière, ça permet aussi, quand la crise vient, si elle vient, de l'appréhender avec un peu plus de recul parce que, justement, on y a réfléchi avant qu'elle arrive. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des groupes de travail gouvernementaux qui se réunissent avec des auteurs de science-fiction et de dystopie pour envisager toutes les possibilités auxquelles les militaires ne penseraient pas forcément et leur demandent, ben voilà, s'il se passait ça, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, les gars, ils sont payés pour faire jouer leur imagination à longueur de journée et justement pour prévoir les crises éventuelles. C'est assez paradoxal et amusant de se dire que des auteurs qui écrivent des dystopies et qui donc dénoncent des systèmes dictatoriaux suite à des crises se retrouvent payés par des gouvernements pour envisager des éventuelles suites. Et d'ailleurs, dans Tragedia, donc, que tu as publié l'année dernière, à peu près au mois de
mars, il me semble, quelque chose comme ça. Il est question donc d'une société qui a été complètement bouleversée par une épidémie et l'héroïne vit confinée chez elle de manière extrême depuis sa naissance. Oui. Quand tu as écrit ce livre et que tu l'as publié, on n'était pas du tout en période de pandémie. Est-ce que tu penses que tu l'aurais quand même publié à quelques mois près si tu avais su ce qui allait se passer? Ou est-ce que Alors, la réalité aurait rattrapé la fiction ou voilà? je ne pensais pas que la réalité me rattraperait aussi rapidement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et je me disais, mais du coup, avec les problèmes climatiques, les problèmes puisqu'on parle quand même de plus en plus de risques de pandémie par rapport à la déforestation et choses comme ça. Et justement, le film Contagion que tu citais tout à l'heure est un film que j'adore et que je regarde au moins 2 fois par an. Donc tout ça, ça m'avait un peu trotté dans la tête. Et donc j'en ai tiré Présidia, où on se retrouve dans une société qui est confinée depuis 150 ans et qui vit comme ça, confinée, sans plus aucun contact humain, puisque malheureusement, la plupart du temps, dans les problèmes de santé publique, ce sont les contacts humains qui posent problème. Et du coup, je l'ai écrit, voilà, le temps que je le travaille bien comme je le voulais, qu'il soit signé chez un éditeur, etc. Il est sorti début février 2020, donc à peu près 1 mois et demi avant que nous, on soit confinés, mais à peu près 1 mois et demi après qu'on ait commencé à entendre parler de cette espèce de virus un peu particulier qui émergeait. Le planning de publication de livret, ce qui était fait, c'était prévu depuis plusieurs mois qu'il sortirait à ce moment-là. On aurait pu repousser, on aurait pu dire oh là là, ça se rapproche peut-être un peu trop, mais on l'a pas fait parce que déjà ça reste de la fiction, et puis parce que y a des gens qui ressentent le besoin de lire des livres ou de regarder des films complètement à l'opposé de ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a des gens comme moi que ça dérange pas du tout de lire des choses qui sont dans la lignée de ce qui se passe. Donc il y avait déjà ce côté-là. Pourquoi priver les gens que ça pouvait intéresser au moment où ils sortaient? Et puis il y a aussi le fait que même si ça commence sur une situation de confinement, rapidement, l'héroïne sort de ce confinement. Et donc, quelque part, c'était quand même aussi un message, mine de rien, un message d'espoir qui tombait bien par rapport à la période. Oui, parce que là, un jour ou l'autre, on va quand même sortir de cette histoire. On espère avant 150 ans. Ce sera d'utilité publique. Bien, ouais, parce que j'ai quand même des choses de prévues. Je marie ma fille au mois de juin, donc ça serait quand même bien. Félicitations. Ce sera d'utilité publique qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait pour recommencer à vivre là. C'est là aussi où la littérature, peut-être une littérature un peu moins dystopique, sera importante. C'est justement aussi pour ça que la question est intéressante, c'est que quand on est un petit peu dans le noir aussi dans sa vie, c'est bien aussi de s'échapper sur autre chose. Oui, et puis après, c'est pas parce qu'on vit des moments qui sont anxiogènes que le fait de lire des choses qui sont en rapport avec ce qui se passe devient anxiogène par la force des choses. Non, puisque la littérature, c'est fait pour s'évader, c'est fait pour se mettre dans la tête et dans le corps d'autres personnes, des personnages qui sont là et avec lesquels on va ressentir de l'empathie ou contre lesquels on va se battre parce qu'on les aime pas, etc. Donc, à partir du moment où on sort de son quotidien, de son instant T, quelle que soit la façon dont on le fait, peu importe. Donc, du coup, j'ai pas eu de mauvais retours par rapport à ça, par rapport au fait qu'il soit sorti à ce moment-là. J'ai eu des gens qui me disaient ouais, mais t'es médium, comment t'as fait pour deviner tout ça? Non, je suis pas médium, c'est juste tombé, voilà. Parce que bon, j'ai essayé, hein, j'ai joué au loto, j'ai pas gagné de super cagnotte, donc je confirme que je ne suis absolument pas médium. C'est juste le hasard du calendrier de publication qui a fait ça. Moi, j'ai une question.
un peu méta-dystopique. En écrivant toutes ces dystopies pour les gens, pour les lecteurs, et cetera, on est aussi lu par les dirigeants et les dirigeants de demain. Est-ce que, on peut considérer ou en tout cas justement fantasmer sur, une dystopie où, le gouvernement du coup s'est nourri de toute notre créativité et beh, du coup, il est prêt à tous les retours qu'on pourrait avoir et après il a vu toutes les failles et du coup il se cache d'autant mieux qu'il connaît nos mécanismes? Comme les militaires qui du coup demandent, la créativité des auteurs pour vraiment être sûrs d'avoir pensé à tout, mieux que les autres et cetera, d'être un peu justement omniscient, omnipotent, de l'esprit humain, tu vois? Ouais, donc en écrivant des dystopies, on donnerait des armes Aux dictateurs de au demain, gouvernement tu vois? C'est pour un risque. opprimer la Un peu comme, les sciences humaines qui, en essayant de comprendre le cerveau humain, ont créé le marketing, tu vois? Ah, mais ça, mmh. c'est un risque, hein. Ça, c'est clair que à chaque fois qu'un chercheur en psychologie fait une découverte sur le cerveau humain, il donne des armes aux manipulateurs de demain. Enfin, le problème, c'est que dans tous les domaines, on a ce risque-là. Enfin, quand on voit Einstein, au départ, la théorie de la relativité, c'était absolument pas pour faire des choses monstrueuses derrière. Et puis, enfin, c'est toujours le risque, malheureusement. Après, il faut rester, à mon avis, optimiste et se dire que les gens qui lisent vont en tirer ce qu'il y a de bien, vont en tirer les signaux d'alerte, Mmh. et puis parce que sinon on fait plus rien et on n'avance plus. Enfin, je Oui, veux dire, clairement. J'y pensais parce que, du coup, l'auteur d'Hunger Games a sorti un dernier tome sur l'enfance de Snow et comment est-ce qu'il est devenu Snow, justement ouais, et j'ai pas fini. alors j'ai beaucoup aimé le livre No parce que, spoil, je l'ai pas encore lu. bah, je te spoile pas, mais c'est surtout que, du coup, tu es dans la tête de quelqu'un qui va devenir un dictateur et le livre est très subtil, c'est-à-dire que, il laisse une grosse porte ouverte sur, est-ce qu'on justifie ses actes ou est-ce qu'on les condamne mais on les explique? Tu vois la différence entre justifier et expliquer? Mmh. Pour un adolescent, clairement, elle est floue, c'est sûr et du coup, à la fois, j'ai beaucoup aimé la lecture, à la fois, je trouve qu'elle ouvre énormément de questions. Après pour moi, il y a 2 intérêts à la dystopie ou plus largement, on va dire, à tout ce qui est roman d'anticipation. C'est qu'il y a le premier intérêt, on va dire, par exemple, à la 1984, qui est d'avertir sur un danger. Attention, regardez, telle pratique pourrait devenir une dérive totalitaire. Et il y a l'intérêt de dire aux gens, il y a telle situation, on va vous apprendre comment en sortir et comment vous échapper et briser les chaînes de l'oppression. Mmh. Et donc, même si on imaginait dans le pire des mondes des gouvernants qui ont lu toutes les dystopies de la Terre et donc qui savent exactement comment oppresser le peuple. Le peuple aura lu toutes les dystopies de la Terre et aura les armes pour renverser ces gouvernants. Oui. Et puis en plus, il y a un autre aspect, c'est que souvent, les dystopies présentent de façon très, très, je pourrais dire, concrète, le système dictatorial et les gens qui le composent, mais ils présentent aussi énormément le peuple avec ses aspirations, sa douleur, son malheur, pourquoi justement ce système ne convient pas. Donc on peut aussi espérer que ça déclenche aussi de l'empathie. Enfin, je pense par exemple à Snowpiercer, avec ce Mmh. système de dictature horizontale, avec plus on avance vers le haut du train, plus on a les classes aisées. Il y a quand même toute une façon de montrer les difficultés de ceux qui sont complètement à l'arrière, là, les sans-billets, et puis l'injustice, le contraste abominable entre les plus riches et puis ceux qui sont au bout du train. Donc ça, en lecture,
ça provoque forcément, à part vraiment chez le plus complet des psychopathes et sociopathes, mais ça provoque forcément de l'empathie, on s'identifie et donc on a envie qu'ils réussissent et on a envie qu'ils réussissent à abattre ce système et à faire quelque chose de plus juste, de plus moral aussi. Donc je veux vraiment, je me trompe peut-être complètement, mais je veux vraiment croire que c'est ça qui reste en fait dans l'esprit des lecteurs quand ils ont refermé le bouquin. C'est cette empathie et c'est ce côté, ouais, je voudrais pas que ça arrive, je voudrais pas que ça m'arrive à moi, mais je voudrais pas que ça arrive tout court. Je pense que l'être humain est quand même capable de choses bien horribles, mais il est aussi capable du meilleur. Donc la dystopie peut servir à semer des petites graines justement qui, au moment d'avoir à faire un choix entre des choses mauvaises et des choses bien, ces petites graines-là aient pu germer suffisamment pour pencher du bon côté. Oui, et puis il y a un côté très inspirant aussi dans la dystopie parce que, alors j'ai peur de dire des bêtises et je suis désolée si je me trompe dans mes références, mais il me semble que c'est en Thaïlande où il y a eu des grandes manifestations populaires contre le régime en place et où les manifestants se sont appropriés le signe d'Hunger Games ouais. en l'air. C'est Hong Kong, c'est peut-être à Hong Kong. C'est Hong Kong. C'est en fait, dans toute l'Asie du Sud-Est, ils se sont appropriés le symbole comme un symbole de rébellion et du coup, c'était très intéressant parce que vraiment la fiction avait rattrapé la réalité et servait la réalité. C'était vraiment un bon moment justement d'humanité, quoi. Ah mais clairement, oui. Après, je crois que la rébellion s'est quand même fait bien étouffer, à ma Oui. connaissance. Oui, Oui, mais oui. malheureusement, oui, ça n'a pas marché cette fois-là. Mais c'est intéressant de voir justement qu'il y a des choses comme ça, de l'imaginaire collectif, qui devient de l'imaginaire collectif, qu'on va pas retrouver forcément avec d'autres genres de littérature. Enfin, moi, je suis une grande dévoreuse de thrillers et de polars, mais c'est du purement récréatif sur le coup. Et on me redemande 6 mois après, tiens, tel bouquin, c'est qui c'était le coupable, quel est le nom des principaux personnages. C'est le vide complet, quoi. Je les lis, je m'éclate, oh ouais, c'était bien tourné, je repose et terminé, je l'ai oublié 6 mois après. Alors qu'il y a quand même énormément d'ouvrages dystopiques qui restent longtemps dans les mémoires et qui permettent justement d'avoir des mouvements spontanés qui se déclenchent. Oui, la dystopie plus qu'un autre genre. Malheureusement, sont écrasés, mais ça, il y a quand même des choses qui germent grâce à la dystopie qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres genres littéraires. Mais, par exemple, je pense à, je crois que c'est peut-être une des scènes de cinéma qui m'a le plus marqué, c'est dans V pour Vendetta. Je vais considérer qu'il est sorti depuis assez longtemps pour que je puisse spoiler, mais ce moment à la fin où il y a toute la population londonienne qui se réunit et qui s'avance sur la place et qui marche face à la police pour écraser la police. C'est un peu ça que peut provoquer la dystopie. C'est un engouement collectif qui va dire on peut le faire nous aussi si les personnages qu'on a suivis et qui nous ont emportés avec eux dans leurs aventures ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. Parce que souvent ces personnages sont des personnages du peuple qui font aussi partie des opprimés et ils n'ont rien de plus que le commun des mortels. Katniss Everdeen dans Hunger Games, elle a les capacités qu'elle a, elle les a développées parce qu'elle a dû se battre pour survivre car elle était totalement opprimée. Mais elle n'a pas un super pouvoir, c'est pas l'élu d'une prophétie ou voilà, c'est quelqu'un comme n'importe quel lecteur. Et donc ça donne le sentiment au lecteur que tout le monde peut devenir rebelle et soulever le régime. D'ailleurs, c'est un très bon exemple parce que V for Vendetta, du coup, ça a donné le moteur du groupe Anonymous, les hackers, qui ont énormément œuvré pour la liberté d'expression et notamment, par exemple, au printemps arabe, où ils ont permis au peuple de continuer à communiquer sur ce qui se passait en plein au milieu d'une censure assez violente.
et des trucs comme ça où à un moment donné, la littérature devient vraiment moteur et elle est moteur parce qu'elle est littérature, qu'on parle de quelqu'un comme toi, moi, qui, à un moment donné, se retrouve dans des grandes choses, s enfin, oui, voilà, c'est ça. Ce qui fait la littérature en elle-même finit par être le moteur de la réalité, quand cette réalité arrive. C'est très intéressant quand ça arrive quand on le voit faire. Mmh, tout à fait. Oui, et puis effectivement, je suis d'accord avec toi, Camille, qu'il faut impérativement que ce soit des héros avec des faiblesses, des héros qui correspondent à un citoyen lambda, ça peut être n'importe qui, parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à lancer des choses. Alors, je fais le parallèle avec la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'était des gens comme les autres, en fait, qui prenaient le maquis et puis qui lançaient des choses. On est maintenant, on a plus de mal à se trouver des héros comme ça. En dehors de la littérature, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec le star system, tout de suite, dès que quelqu'un fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, il se retrouve avec des journalistes devant chez lui, avec des contrats alléchants pour aller faire de la télé ou des choses comme ça. Donc, les personnes qui font des choses un peu extraordinaires, tournées vers les autres et tournées vers des bienfaits pour la société, se retrouvent très vite éloignées de la base populaire, de par la force des choses. Alors que tous ces héros qu'on retrouve et auxquels on peut s'identifier dans la littérature dystopique, ben, comme ça reste des héros de papier, ils n'ont pas ce problème-là. Et ils restent et resteront avec leur humilité populaire jusqu'au bout. Donc je pense que c'est important de continuer à écrire de la dystopie avec des héros comme ça. Je dirais même, c'est même pas des héros, ce sont juste des protagonistes. Parce que héros, il y a le côté, bon, maintenant ça a pris le sens de super-héros capable de faire tout un tas de choses. Il faut que ça reste des gens comme les autres, comme toi ou moi ou comme n'importe qui. Encore que le terme héros, on pourrait presque le garder parce que là où un modèle humain, à un moment donné, va finir soit par décevoir, soit carrément par choquer, puisque ça arrive quand même régulièrement que des personnalités extrêmement propres sur elles, finalement, se retrouvent dans des scandales, vraiment bizarres, voire complètement glauques et illégaux. Un héros, comme on en a le contrôle, il reste assez intègre et quand il l'est pas, c'est pas anodin, c'est pas gratuit. Oui, Et du coup, ça permet aussi de justement, on peut pas être déçu par le héros d'un livre parce qu'il arrête de vivre après ce livre et que du coup, l'expression, «vivre assez longtemps pour devenir le vilain», tu vois? oui. On peut pas Ouais, s'habituer à un héros de papier, il restera pur, il restera bon, il restera nickel. ah bah ça, on risque pas de le retrouver dans une émission de télé-réalité en train de faire le zouave. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est important. Et je pense aussi c'est ce qui fait le succès de la dystopie auprès des lecteurs, c'est ce côté de se dire, de façon, à mon avis, purement inconsciente, se dire, bah, ce héros-là, il a ses difficultés, il a ses failles, il a ses faiblesses, il a ses doutes. Ce qui veut dire que peut-être dans la même situation, ça pourrait être moi. Je pourrais peut-être devenir celui ou celle qui va sauver la société, qui va déboulonner les méchants, etc. Donc c'est aussi drôlement rassurant de se dire que même si on a une petite vie pépère avec sa routine, même si on n'est pas forcément super bon à l'école ou dans son boulot, ben, on porte en soi la possibilité de sauver le monde. Mmh. Après, moi, je me pose quand même une question par rapport à la dystopie. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a eu énormément ces dernières années. Et alors après, c'est très personnel, mais en tant que lectrice, j'ai été assez lassée au bout d'un moment parce que j'avais l'impression que toutes les nouvelles dystopies qui sortaient n'étaient que des pâles copies de celles qui avaient marché, calquées sur le même modèle juste pour fonctionner. Et donc, je me demandais comment est-ce qu'on pourrait faire pour renouveler le genre et pour sortir un petit peu de ce modèle où on se retrouve souvent avec un héros ou une héroïne qui se retrouve
à lutter contre le pouvoir, avec souvent une romance, un triangle amoureux en arrière-plan, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour renouveler le genre, qu'on ait l'impression de lire une dystopie qu'on n'a encore jamais lue? Ouais, belle bonne question. Alors j'aurais bien des réponses, mais si je les donne, je vais faut pas me donner faire les... piquer mes idées. Ouais, Moi, mais on est entre nous. Non, mais Le- après, ce problème-là, il est récurrent à chaque fois qu'un livre ou qu'une série de livres remporte un succès phénoménal au niveau des lecteurs. Quel que soit le genre littéraire, tu as le droit à des ressucés du truc pour essayer de l'opportunisme commercial. Tu vois, 50 nuances de Grey, que je trouve personnellement écrit avec les pieds et que j'ai jamais pu lire complètement tellement... Bon, enfin bref. Il y a eu je ne sais combien de bébés 50 nuances qui ont suivi. Où tout le monde essaye de faire un peu la même chose en se disant elle a gagné de quoi vivre sur 3 générations avec son truc, donc moi aussi j'aimerais bien faire pareil. Je pense qu'il faut laisser un peu aussi le Ça a donné souffle le... retomber, et puis de façon à ce que tous ceux qui sont capables de taper à la porte d'un éditeur et de se faire éditer en ayant pas plagié mais presque un grand succès, ceux-là on les laisse passer, voilà, ils font leur truc, et ensuite à nouveau que ça laisse de la place pour des gens qui ont des idées novatrices et qui vont renouveler réellement le genre, parce qu'il y a aussi un problème d'offre et de demande. Les gens qui ont adoré Hunger Games, qui se disent, qui ont lu la trilogie et qui ne savaient pas forcément qu'il allait y avoir un préquel qui allait sortir, ils avaient envie de rester dans cet univers-là, donc ils demandaient, donc ils ont eu. Laisser tout ça retomber, et puis après il y aura certainement d'autres choses qui vont arriver, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui sont sorties ces dernières années et qui changent un petit peu. Enfin, je sais pas si vous avez lu la trilogie Silo. Non, j'en ai entendu parler, ouais. Qui est vraiment excellente, qui est vraiment aussi une dystopie assez particulière et qui renouvelle quand même pas mal le genre, dans le sens où c'est assez évanescent quand même, le côté... De quoi ça parle? C'est des gens qui sont dans un silo semi-enterré, avec chaque étage est dévolu à une activité, et il y a eu en fait un cataclysme nucléaire, donc ils ne peuvent pas sortir. Et ils sont obligés de recréer tout un monde et toute une société en se tapant à chaque fois les étages à pied. Donc ça prend des heures et des heures pour aller du bas du silo jusqu'en haut du silo. Donc là, en réalité, ça reste franchement une dystopie complètement. Sauf que il n'y a pas réellement de dictature. Il y a un système de survie qui impose des classes par le fonctionnement, en fait. Les gens qui sont à l'étage des fermes hydroponiques, ils ont tellement de boulot qu'ils ne peuvent pas tellement s'amuser à monter jusqu'en haut pour aller voir dehors s'ils peuvent sortir ou pas. Donc c'est une dystopie, mais un petit peu particulière quand même, parce qu'il n'y a pas réellement un grand méchant gouvernement. Enfin, ça renouvelle quand même pas mal le genre, et c'est assez intéressant, parce qu'on est justement dans une dystopie complètement différente de ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Dans le même genre, j'avais adoré, alors c'est sorti il y a un moment et je ne me souviens plus de l'autrice, honte à moi, La Cité de l'Ombre, où en fait, pareil, il y a eu une catastrophe, il me semble que c'est une catastrophe chimique ou quelque chose comme ça, et donc pour sauver l'humanité, les scientifiques ont bâti une ville enterrée, et le plan, c'était que 100 ans plus tard, les habitants puissent ressortir et retrouver le vrai monde. Ils avaient toutes les clés en main pour pouvoir rebâtir le monde, sauf qu'en fait, erreur humaine, l'information comme quoi ils devaient sortir de là est perdue. Et donc, la vie continue dans cette ville enterrée, etc. Sauf qu'elle a été conçue pour durer que 100 ans, et donc il commence à y avoir des problèmes d'électricité,
des problèmes d'approvisionnement en nourriture, etc. Et c'est pas une lutte contre un méchant gouvernement, parce que le gouvernement lui-même a oublié pourquoi il se retrouve là. Le peuple ne sait pas pourquoi il est là non plus, et donc chacun essaye de défendre ce qu'il croit être juste, et c'est un petit peu par hasard qu'ils finissent par se rendre compte qu'en fait, il y avait comme plan à la base qu'ils puissent remonter à la surface et redécouvrir le monde tel qu'il est. Et c'était assez sympa, c'était jeunesse, vraiment tout doux, tout... Il n'y avait pas de grands méchants, c'était pas ultra violent comme certaines dystopies peuvent l'être. Là, c'était vraiment une situation qui a dérapé suite à une erreur humaine que tout le monde a oubliée, et il faut réparer cette erreur. C'est vraiment chouette. Il y avait un film qui était sorti d'ailleurs. Ouais, bah là, on est comme dans Silo, dans un sous-genre de la dystopie, puisqu'il n'y a pas de dictature, il n'y a pas tout ça, mais ça reste quand même une dystopie avec des citoyens qui sont un peu coincés. Ouais. Après, dans les autres choses, vu qu'on est souvent soit sur du post-apocalyptique, soit du futur très lointain, j'en parlais tout à l'heure, des dystopies qui se passent actuellement, ça peut se faire aussi. Il y a Le Cercle, le livre de Dave Eggers. Ils en ont tiré un film avec Emma Watson et Tom Hanks. Bon, le film n'est pas fou, mais je te laisse regarder quand même. On est dans une dystopie, mais là, qui est complètement actuelle, puisqu'on est sur une dictature des réseaux sociaux, avec la toute-puissance des réseaux sociaux qui sont tous imbriqués les uns dans les autres et qui dominent de plus en plus la vie des citoyens en imposant la volonté du GAFA. Et c'est pas dit comme ça dans l'histoire, mais ça correspond à ça, en fait. Ouais. Donc, on essaiera de mettre en description du podcast toutes les références qu'on a citées. Quelles sont les dernières dystopies sorties en 2000? Voilà, ça grésille, là, j'ai pas compris ta question. J'ai rien entendu. Ouais, j'ai été coupée, désolée. Vous m'entendez bien? Là, maintenant, oui. C'est bon. Bon. On fera un petit montage du bug. La question, c'était quelles sont les dernières dystopies qui sont sorties, conseillées à nos auditeurs d'aller lire? Alors, moi, je mets un joker sur celle-là parce que je suis incapable d'y répondre. D'accord. Parce que j'ai un retard de lecture monumental. C'est-à-dire, je dois avoir à peu près 80 livres papier qui m'attendent et une bonne centaine en numérique. Ok, là, c'est en train de partir. C'est bon? Ouais. Oh. Pardon. Il y a du Larsen et de l'écho, là. Ouais, là, il y a eu on est censuré, là. Ouais. Je ne sais pas si ça vient de moi. Oui, ça vient de toi. Ok. Bon, je vais essayer de résoudre ça. Désolée. On va pouvoir faire Camille, es-tu là? Je vais raconter, je reviens. Ah, c'est horrible. C'est terrible. Est-ce que c'est mieux? Non, pas du tout. Non, ça fait toujours de l'écho. Bon.
Ah, mais je sais pourquoi. Est-ce que là, c'est mieux? Bof, non. Non, bah, je sais pas pourquoi. Mais il y a de l'écho, en fait. Bah, je vais raccrocher, j'essaye de revenir. Est-ce que là, ça va? Non. J'ai pas de solution, là. Ah, mais c'est parce que... Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Bon. C'est que mon ordinateur avait ouvert l'appli Skype en même temps et donc il y avait l'appli et la version internet qui tournaient en même temps. Ah oui. Ouais, parce que là, c'est nickel. Bon, Là, c'est bon, c'est parfait. désolée pour ça. Il faudra faire un petit peu de montage. Je suis navrée. Ouais. Oui, du coup, la question que je posais, c'était qu'est-ce qui est sorti en 2021, enfin récemment, en dystopie? Ouais, donc moi, je disais que je n'en sais rien du tout parce que j'ai un retard monumental de lecture, aussi bien papier que numérique, ce qui fait que je m'oblige à ne pas regarder les sorties parce que sinon je vais acheter et je ne vais pas régler mon problème de retard de lecture. Donc, Alors, je ne peux pas répondre à la question. Et en plus, alors je n'ai pas de question salon. joker, quelles sont les premières sorties de Céline Saint-Charles? Quels sont les Quelles sont tes prochaines sorties? Mystère et boule de gomme. Non, je vais avoir 2 sorties livresques en juin. Sur bien, ça. lesquelles je ne... Alors, livresque édition, sur lesquelles je ne peux pas m'étendre encore puisque ça reste une surprise. Puisque c'est quelque chose... Je fais une incursion dans un domaine dans lequel je ne m'étais encore pas aventurée. Oh, donc ce sera pas une dystopie. Ah non, pas du tout. Ah oui, sur autre chose. Pas du tout, du tout. Et puis après, donc en fait, c'est au mois de juin, c'est les 2 premiers tomes d'une série qui devrait en comporter 12 minimum. Oula. Donc voilà, il y en a déjà 6 d'écrits complètement et les autres qui sont pas écrits mais qui sont le synopsis est complet. Enfin bon, je peux pas en dire plus puisqu'avec Nathan, on a décidé de garder un petit peu le suspense jusqu'au dernier moment. Et puis D'accord, sinon, bah, on se retrouvera en juin pour que tu nous en parles alors. ça sera, Ouais. oui, normalement c'est courant mai, fin mai, début juin. Là, les bons à tirer sont faits, les couvertures sont quasiment finies. Il y a pas que moi qui suis sur le projet, donc le travail de la personne qui le fait avec moi, c'est fait aussi. La maquette est prête. Enfin bon, tout, il n'y a plus qu'à. Mais suspense. Eh ben, en tout cas, Wow. le suspense est réussi parce que je suis maintenant super intriguée par ce Mais même projet. pour moi, c'est horrible, hein, parce que j'ai qu'une envie, c'est d'en parler et je peux pas. Donc, C'est la dure vie des auteurs. c'est très frustrant. Et puis après, chez Livresse, cette fois, chez qui j'ai déjà 2 romans de parus, j'ai une sortie en septembre pour les Aventuriales, Ah, avec super. un nouveau roman post-apo. Donc c'est pareil, j'ai pas le feu vert encore de l'éditrice pour m'étendre dessus. Mais tout est quasiment fini puisque après de multiples allers-retours entre la correctrice, l'éditrice et moi, la maquette est terminée, tout est corrigé, etc. La couverture est quasiment finie. Donc je pense que courant juin, on commencera un petit peu à en dévoiler un peu plus. Et celui de septembre, c'est aussi un que j'attends avec beaucoup d'impatience parce qu'il est dans un genre que j'adore, que j'idolâtre, que ce soit en roman, en film, en série, etc. Et ça faisait des années que j'avais envie d'écrire sur ce thème-là, mais que j'avais pas envie, comme on disait tout à l'heure avec les histoires de dystopie, j'avais pas envie de faire
une ressucée de quelque chose qu'on aurait déjà lu quelque part. J'avais envie de quelque chose de très original. Et un jour, je me suis réveillée et j'avais mon accroche originale qui, à ma connaissance, n'a jamais été traitée comme ça. Donc voilà, j'attends tout ça avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Bah, nous aussi, en tout cas, Très c'est bien. intéressant. Il ne faudra pas hésiter à revenir pour nous en parler au moment de la sortie, alors. Pas de Exactement. problème, pas de problème. Bon, et on espère encore et toujours se retrouver très rapidement pour l'Imagina Livre en des temps futurs où le virus dont on ne doit pas prononcer le nom aura mis les voiles vers d'autres Ouais. galaxies et nous permettra de retrouver une vie plus normale. Ouais. Et on dit souvent que on apprécie les choses qu'à partir du moment où on ne les a plus. Et par rapport au salon du livre, c'est complètement vrai. Oui, Je me rends compte c'est vrai à ça. quel point j'ai pas savouré à sa juste valeur le fait de pouvoir faire 1 ou 2 salons par mois. Maintenant qu'il y en a plus, ça me manque, c'est horrible. Le contact direct avec les lecteurs, c'est magique et ça, on l'a plus et vivement que ça revienne. Ouais, ça commence à peser, donc là, faut que ça se passe vite quand même. Ouais, on est d'accord, hein. À tous les niveaux, pour tout le monde, il faut que ça s'arrête. Ouais. Ouais. Bah, du coup, sur cet accord commun, est-ce qu'il y a une dernière remarque de quelqu'un? Eh Merci, bien non, Martina. j'allais vous dire qu'on se retrouve dans 2 semaines au même endroit pour le fantastique, la fantaisie et la SF étudiée à la lumière de la collapsologie. La collapsologie qui est, je le rappelle, la fin d'une société. Ça va être que du bonheur. Ouais, Oui, tout à fait. J'écouterai avec plaisir parce que ça m'intéresse énormément. Et sur ce, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et une bonne soirée si vous êtes nocturne. Et à bientôt. À bientôt.